Bonjour, voilà, je me présente, je suis docteur Ouster. Donc j'ai le plaisir de partager avec vous cette audioconférence qui va porter sur l'insuffisance respiratoire chronique. Vous pouvez par la suite m'envoyer vos questions et j'essaierai de vous y répondre. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'insuffisance respiratoire chronique est une cause importante de morbidité et de mortalité. C'est une pathologie qui est grévée d'un pronostic péjoratif. C'est une pathologie également qui va engendrer un coût élevé pour la société, puisqu'elle a pour conséquence un absentéisme fréquent, la mise précoce en invalidité, parce que vous savez qu'un patient qui est en insuffisance respiratoire chronique est un patient invalide, il ne peut pas travailler. Et en plus de ça, ça va engendrer donc une prise en charge par la sécurité sociale. Pourquoi? Parce qu'il faudra justement prendre en charge toutes les thérapeutiques qui sont prescrites dans les insuffisances respiratoires chroniques, bien sûr, en fonction des pathologies causales. À titre d'exemple, l'oxygénothérapie de longue durée d'action ou bien la ventilation non invasive. Il faut savoir aussi que parmi les causes d'insuffisance respiratoire chronique, la BPCO est la cause la plus fréquente d'IRC. Donc 80% en fait des IRC, des insuffisances respiratoires chroniques, ont pour origine une bronchopneumopathie chronique obstructive. Alors, comment définit-on l'insuffisance respiratoire chronique? Parce qu'il faut savoir que pour parler d'insuffisance respiratoire chronique, celle-ci doit répondre à une définition particulière. Alors, l'insuffisance respiratoire chronique, c'est quoi? C'est comme son nom l'indique, en fait, c'est l'incapacité de l'appareil respiratoire à assurer normalement l'hématose. Parce que vous savez que dans la fonction de l'appareil respiratoire, quand nous respirons tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les cellules sont approvisionnées en oxygène et le CO2 est excrété. Et c'est ce qu'on appelle l'hématose. Une autre définition donc peut remplacer cette définition, c'est quoi? C'est l'hypoxémie chronique d'origine respiratoire. Alors j'ouvre une petite parenthèse pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Vous savez qu'il ne faut pas confondre hypoxémie et hypoxie. L'hypoxémie, c'est la diminution du taux d'oxygène dans le sang, alors que l'hypoxie, c'est la diminution de la distribution d'oxygène au tissu. Je vais vous donner un exemple. Une anémie peut entraîner une hypoxie, alors qu'il n'y a pas d'hypoxémie. Si vous faites des gaz du sang, vous n'allez pas trouver d'hypoxémie. Par contre, il peut y avoir souffrance tissulaire, puisqu'une hypoxie peut atteindre n'importe quel organe, par exemple le cœur. L'hypercapnie, il faut savoir que l'hypercapnie, qui est l'augmentation de la pression partielle en CO2 dans le sang, n'est pas obligatoire. Et selon les étiologies de l'insuffisance respiratoire chronique, on peut observer soit une hypercapnie, soit une normocapnie, ou bien carrément une hypocapnie. Donc, s'il faut retenir quelque chose de cette définition, c'est que tout d'abord, la réalisation des gaz du sang est indispensable pour porter le diagnostic, parce que c'est la seule méthode qui va nous permettre de mesurer la pression partielle en oxygène, au repos, à l'état stable. Il faut savoir que le seuil de 70 mm de mercure, de la pression partielle en oxygène mesurée en air ambiant, au repos et à l'état stable, est retenu pour parler d'insuffisance respiratoire chronique, quel que soit le niveau de PaCO2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je fais mes gaz du sang à un patient chez qui je suspecte une insuffisance respiratoire chronique. Si la mesure de la pression partielle en oxygène est inférieure à 70 mm de mercure, je peux dire que mon malade est en insuffisance respiratoire chronique, à condition que cette mesure ait été faite en air ambiant, bien sûr, au repos et à l'état stable. Et autre chose, il ne faut surtout pas confondre insuffisance respiratoire chronique et critères
d'oxygénothérapie de longue durée d'action. Il faut savoir que certains insuffisants respiratoires chroniques doivent être mis sous oxygénothérapie de longue durée d'action. Et pour mettre un patient sous oxygénothérapie de longue durée d'action, il faut des critères bien définis. Et ces critères, c'est une PaO2, une pression partielle en oxygène, qui est inférieure à 60 mm de mercure. Donc, je récapitule. On parle d'insuffisance respiratoire chronique lorsque la PaO2 est inférieure à 70 mm de mercure. Et on pose l'indication de l'OLD, c'est-à-dire de l'oxygénothérapie de longue durée d'action, lorsque la PaO2 est inférieure à 60 mm de mercure. Ça veut dire qu'à ce stade, l'insuffisance respiratoire chronique est déjà grave. Alors, par rapport à la définition de l'hypercapnie, on parle d'hypercapnie lorsque la pression partielle en CO2 est supérieure ou égale à 45 mm de mercure. Maintenant, il faut savoir qu'elle n'est pas obligatoire, mais elle est souvent présente dans les insuffisances respiratoires chroniques obstructives, par exemple la BPCO, et dans de nombreuses formes étiologiques d'IRC. Nous verrons ça par la suite. Par contre, lorsqu'elle existe, lorsque sur des gaz du sang réalisés en état stable et au repos, on constate l'existence d'une hypercapnie, celle-ci est nécessairement associée à une hypoxémie, laquelle peut être très discrète en cas d'hypoventilation homogène. Donc, si déjà dans les gaz du sang, vous avez à l'état stable une hypercapnie, sachez qu'il s'agit très probablement d'une insuffisance respiratoire chronique. Alors, autre chose, il faut savoir qu'on est en train de parler d'insuffisance respiratoire chronique. Donc, il faut bien établir le caractère chronique de l'hypoxémie pour parler justement d'insuffisance respiratoire chronique. C'est pour ça que les gaz du sang doivent être vérifiés, doivent être réalisés à un mois d'intervalle à distance d'un épisode aigu. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'une BPCO. J'ai un patient BPCO que j'hospitalise pour une exacerbation aiguë. Donc, je sais qu'au moment de l'exacerbation aiguë, il y a une hypoxémie, mais je ne peux pas encore attester de l'existence d'une IRC. Je suis obligée de faire la mesure des gaz du sang à distance de cet épisode aigu, au moins 1 à 2 mois, et réaliser des gaz du sang à 1 mois d'intervalle. Les hypoxémies extrinsèques, par exemple les shunts droit-gauche des cardiopathies congénitales, sortent du cadre de l'IRC, tout comme l'hypoxémie liée à l'altitude. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'IRC suppose une atteinte de la fonction respiratoire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'insuffisance respiratoire chronique veut dire qu'il y a forcément une atteinte de la fonction respiratoire. Et les hypoxémies en rapport avec les shunts droit-gauche des cardiopathies congénitales, les hypoxémies qui peuvent survenir lorsque des sujets vivent en altitude, sortent de ce cadre. Et autre chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours attester du caractère chronique de l'hypoxémie pour parler d'insuffisance respiratoire chronique. Donc, encore une fois, je rappelle que la mesure des gaz du sang est indispensable pour affirmer le diagnostic d'IRC et que la mise en évidence d'une hypoxémie par oxymétrie de pouls n'est pas suffisante. Donc, s'il fallait que vous reteniez quelque chose, c'est que 1. On parle d'IRC lorsque la pression partielle en oxygène est inférieure à 70 mm de mercure. 2. Pour obtenir cette mesure, il faut absolument réaliser des gaz du sang. Donc, l'examen complémentaire indispensable pour parler d'IRC est la gazométrie sanguine et non l'oxymétrie de pouls. Alors, qu'en est-il des mécanismes physiopathologiques de l'insuffisance respiratoire chronique? Vous savez que l'insuffisance respiratoire chronique peut survenir à l'occasion
de nombreux mécanismes physiopathologiques. On en dénombre 4. Il peut s'agir soit d'une inégalité de la ventilation-perfusion, ce qu'on appelle également effet Shunt. Il peut s'agir d'un effet Shunt. Il peut s'agir de troubles de la diffusion et il peut s'agir d'une hypoventilation alvéolaire. Alors, on va tout d'abord commencer par le premier mécanisme qui est l'inégalité de la ventilation-perfusion. Il faut savoir d'abord qu'à l'état normal, qu'à l'état stable, vous savez qu'il y a une bonne adéquation de la ventilation de l'unité fonctionnelle, qui est l'alvéole pulmonaire, à sa perfusion qui est assurée par un capillaire pulmonaire. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre la ventilation et la perfusion. La ventilation alvéolaire des poumons, qui est généralement plus basse que la ventilation totale, qui inclut la ventilation de l'espace mort, elle est de l'ordre de 5 à 6 litres par minute. Et en fait, il a été prouvé qu'elle était identique à la perfusion globale des poumons, qui est un débit cardiaque de 5 à 6 litres par minute. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un équilibre entre la ventilation des alvéoles et entre la perfusion des capillaires pulmonaires à l'état normal, à l'état stable, en dehors de toute pathologie. Maintenant, les inégalités ventilation-perfusion, elles sont liées à la conservation d'une bonne perfusion au niveau de zones qui sont non ventilées ou hypoventilées. Généralement, ça se voit au niveau de la périphérie des poumons et ça correspond aux branches de petit calibre. C'est l'exemple de la BPCO. Vous savez que la BPCO est à l'origine une maladie des petites voies aériennes, des voies aériennes distales. Et à partir du moment où il y a un remodelage de ces voies aériennes et donc une obstruction bronchiolaire, il va y avoir une diminution de la ventilation alvéolaire. Mais cette diminution de la ventilation alvéolaire donc n'entraîne pas une diminution de la perfusion. La perfusion est conservée. Au niveau de ces zones dont la distribution est hétérogène, c'est-à-dire que le rapport ventilation-perfusion est diminué, puisque vous avez la ventilation qui est diminuée, alors que la perfusion est conservée, le rapport est diminué, on aura ce qu'on appelle un effet Shunt. Un effet Shunt veut dire que les alvéoles sont perfusées alors qu'elles sont mal ventilées. Voilà la définition de l'effet Shunt. L'effet Shunt veut dire que vous avez des unités pulmonaires, des alvéoles qui sont correctement perfusées alors qu'elles sont mal ventilées. La PaCO2 dans ces cas-là n'est pratiquement pas influencée par cet effet et c'est ce qu'on regarde sur les gazométries sanguines. On va constater l'existence d'une hypoxémie alors qu'il n'y a pas d'hypercapnie. Mais ce n'est que plus tard, lorsque la maladie va progresser, parce que j'ai pris comme exemple la BPCO, lorsque celle-ci donc va progresser, donc il y aura une extension des zones avec un bas rapport ventilation-perfusion, il va y avoir bien sûr une hypercapnie qui va s'observer. La ventilation est tellement basse qu'il y aura une hypercapnie qui va s'observer. Donc au début de la maladie, il y a une hypoxémie sans hypercapnie et ce n'est que lorsque la maladie évolue qu'il y a bien sûr une hypercapnie qui va s'installer. Deuxième mécanisme physiopathologique, c'est l'effet Shunt vrai. Alors, il faut savoir que le Shunt vrai, on parle de Shunt vrai lorsqu'il existe une communication anatomique vasculaire droite-gauche, par exemple le foramen ovale perméable, ou bien lorsqu'il y a des malformations artério-veineuses pulmonaires, ou bien lorsqu'il y a certaines unités pulmonaires qui sont perfusées normalement, mais non ventilées. Le Shunt, ou ce qu'on appelle également court-circuit, il faut savoir qu'il joue quand même un rôle négligeable, voire nul, dans le déterminisme de l'hypoxémie isolée des insuffisants respiratoires. La cause la plus fréquente
c'est comme ce que je viens de vous dire. C'est généralement les chintes droite-gauche intracardiaques et il ne s'agit pas alors d'une insuffisance respiratoire au sens strict. Parce que rappelez-vous, dans les plaques précédentes, on avait dit que généralement l'insuffisance respiratoire chronique est en rapport avec une pathologie respiratoire. C'est généralement intrinsèque et non pas extrinsèque. Qu'en est-il maintenant des troubles de la perfusion? Alors, dans les troubles de la perfusion, vous allez avoir en fait une amputation de la zone des échanges gazeux située à la périphérie des poumons et notamment le lit capillaire pulmonaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la perfusion va être compromise alors que la ventilation est maintenue. La capacité de transfert donc du CO sera abaissée, voire effondrée. Et en fait, ce que vous devez retenir dans ces troubles de la diffusion, c'est que les principales pathologies en cause, ce sont les pneumopathies interstitielles diffuses, les PID, en particulier les fibroses pulmonaires diffuses et l'emphysème. Et en fait, quelle est la caractéristique justement de ces pathologies? C'est que l'hypoxémie n'est pas constatée au repos. C'est une hypoxémie qui est constatée à l'effort. Et en pratique courante, on le fait souvent aux patients qui ont justement comme ça des pathologies interstitielles diffuses. Alors quand on les examine au repos, tout est normal. On peut avoir des gaz du sang tout à fait normaux, mais le patient se plaint quand même d'une dyspnée à l'effort. Et ce qu'on fait en général, on lui fait faire un exercice physique, donc on lui dit de marcher le long du couloir, de faire 2 allers-retours, et après on refait juste après la gazométrie sanguine, et on constate justement l'existence d'une hypoxémie. C'est une hypoxémie d'effort, c'est une hypoxémie qui survient suite à un exercice physique. Alors, parmi les mécanismes physiopathologiques, donc, il faut également mentionner l'hypoventilation alvéolaire. Alors, vous savez que lorsqu'il y a hypoxémie associée à une hypercapnie, on parle d'hypoventilation alvéolaire. C'est ça, en fait, la définition de l'hypoventilation alvéolaire. Et elle est caractérisée par une chute de la pression alvéolaire en oxygène dans la valeur normale est de 100 mm de mercure et par une élévation de la pression alvéolaire en CO2 dans la valeur normale est de 40 mm de mercure. Donc, pour parler, ce qu'il faut retenir, c'est que pour parler d'hypoventilation alvéolaire, parce que c'est un terme dont vous entendrez souvent parler, ça veut dire qu'il y a une hypoxémie associée à une hypercapnie. C'est ça la définition de l'hypoventilation alvéolaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut distinguer 2 cas de figure. On peut distinguer ce qu'on appelle une hypoventilation alvéolaire dite homogène. Pourquoi homogène? Parce qu'elle affecte la pression alvéolaire en oxygène et la pression alvéolaire en CO2. Et par conséquent, la pression partielle en oxygène et la pression partielle en CO2. Dans ce cas, le gradient alvéolaire reste normal et la diminution de la ventilation résulte de la diminution de la ventilation globale. Vous allez comprendre avec ces exemples si vous avez par exemple des affections neuromusculaires ou bien quand vous avez des déformations thoraciques, par exemple des kyphoscolioses. Et dans ces cas-là, vous pouvez avoir relevé par exemple des valeurs de gaz du sang artériel de type une PaO2 à 80 et une PaCO2 à 50 mm de mercure. Donc il y a une légère hypoxémie et vous avez quand même une hypercapnie. C'est une hypoventilation qui reste quand même homogène, c'est-à-dire qu'elle affecte les deux, et la pression alvéolaire en oxygène et la pression alvéolaire en CO2, et tout est amputé. Donc ce qui va résulter, c'est une diminution de la pression partielle en oxygène et une augmentation de la PaCO2. Deuxième cas de figure,
c'est l'hypoventilation alvéolaire qui est dite distributive ou bien hétérogène. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la ventilation globale est maintenue, mais la ventilation donc alvéolaire est diminuée du fait de la sévérité de l'obstruction bronchique. C'est le cas par exemple des BPCO à un stade avancé. L'obstruction bronchique est telle que ceci va entraîner donc une baisse importante de la pression partielle en oxygène et en même temps une augmentation de la PaCO2. Alors, quelles sont les conséquences physiopathologiques de l'hypoxémie chronique? Puisque on sait que maintenant, l'insuffisance respiratoire chronique est définie par une hypoxémie chronique. Et rappelez-vous, la mesure de la PaO2 doit être inférieure à 70 mm de mercure. Alors, sur le plan physiopathologique, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où le patient a justement une hypoxémie chronique, où justement le patient a une pression partielle en oxygène qui est inférieure à 70 mm de mercure? Il va se passer tout d'abord ce qu'on appelle la polyglobulie. Alors, la polyglobulie, généralement, elle ne s'observe qu'en cas d'hypoxémie franche, c'est-à-dire lorsque vraiment la pression partielle en oxygène est basse, même inférieure à 55 mm de mercure, et lorsqu'elle persiste dans le temps. Deuxième conséquence, l'HTAP. L'HTAP, c'est quoi? C'est l'hypertension artérielle pulmonaire. Vous savez que l'hypoxémie chronique, c'est l'une des causes d'hypertension artérielle pulmonaire qui complique souvent donc les IRC évolués, notamment dans le cas de la BPCO, du syndrome d'hypoventilation-obésité, de la kyphoscoliose. Et le mécanisme en cause, c'est quoi? C'est en fait le remodelage pulmonaire vasculaire. Alors, il faut savoir aussi que dans la littérature, il y a des classifications des IRC qui ont été proposées. On va les voir ensemble. Alors, il faut savoir que justement, on peut les classer soit en fonction du type, donc des perturbations gazométriques, ou bien en fonction de la gravité des perturbations gazométriques. Mais le plus souvent, ce qui est retenu dans la littérature, c'est en fait on classe les IRC en fonction du type du déficit ventilatoire. Je vous donne un exemple. Donc ce premier tableau illustre bien la classification des insuffisances respiratoires en fonction de la gravité de l'hypoxémie. Par exemple, on parle donc d'une insuffisance respiratoire grave lorsque la PaO2 est inférieure à 50 mm de mercure. Elle est sévère lorsque la PaO2 est comprise entre 50 et 60 mm de mercure. Et elle est modérée lorsque celle-ci est inférieure à 70 mm de mercure, mais supérieure à 70 mm de mercure. Ça, c'est une des classifications qui est proposée. Une autre classification, c'est la classification étiologique des insuffisances respiratoires chroniques. Là aussi, vous avez un tableau, bien sûr, qui n'est pas exhaustif, mais c'est un tableau qui vous illustre bien les pathologies en cause dans les insuffisances respiratoires chroniques obstructives, mais aussi restrictives. Je vous donne un exemple dans les insuffisances respiratoires chroniques obstructives, donc citant la BPCO, l'asthme bronchique évolué, les bronchiolites oblitérantes, les bronchiectasies diffuses ou bien même la mucoviscidose. Dans les insuffisances respiratoires restrictives, je vous cite un exemple, toutes les pathologies neuromusculaires, les séquelles de poliomyélite, les scléroses latérales amyotrophiques, les myopathies, etc. Vous avez aussi l'atteinte de l'échangeur pulmonaire, par exemple les suites d'une pneumonectomie, les séquelles de tuberculose pulmonaire, les pneumoconioses. Et bien sûr, il peut s'agir d'insuffisance respiratoire chronique mixte, c'est-à-dire obstructive et restrictive. C'est le cas des bronchiectasies diffuses, des pneumoconioses en particulier de la silicose, des séquelles importantes de tuberculose pulmonaire et également
Il peut s'agir donc d'insuffisance respiratoire de type central. C'est des insuffisances respiratoires chroniques, des hypoventilations alvéolaires centrales du nourrisson et de l'adulte, par exemple le syndrome obésité hypoventilation ou bien carrément le syndrome d'apnée du sommeil. Alors sur le plan clinique, comment va se manifester l'insuffisance respiratoire chronique? Le maître symptôme, je pense que vous allez le déduire à partir du moment où il y a une hypoxémie, c'est que la personne est dyspnéique. Et vous savez que la dyspnée, il faut toujours l'évaluer par une échelle, et c'est généralement l'échelle MMRC qui est utilisée en pneumologie. Deuxième signe clinique qui peut s'observer, c'est la cyanose. Les autres signes cliniques, c'est surtout les signes d'insuffisance cardiaque droite lorsque l'IRC est évolué. Et vous connaissez les signes d'insuffisance cardiaque droite qui sont les œdèmes des membres inférieurs, la turgescence des jugulaires, le reflux hépato-jugulaire, l'hépatomégalie. Enfin, comment fait-on le diagnostic positif et étiologique de l'insuffisance respiratoire chronique? Alors, ça c'est un tableau qui va vous récapituler un petit peu le diagnostic positif. Vous savez que c'est les gaz du sang. On n'a pas cessé de le répéter depuis le début du cours que le seul examen complémentaire qui vous permet de poser avec certitude le diagnostic d'insuffisance respiratoire chronique, c'est la mesure des gaz du sang, mais cette mesure doit se faire au repos, d'accord, à distance de tout épisode aigu et chez une personne en état stable. Maintenant, pour faire une enquête étiologique, pour essayer d'étiqueter justement cette insuffisance respiratoire chronique, il faut s'aider d'un certain nombre d'examens complémentaires. Tout d'abord, vous avez l'exploration fonctionnelle respiratoire. Déjà, cet examen va vous permettre de dire est-ce qu'il y a un trouble ventilatoire obstructif, est-ce qu'il y a un trouble ventilatoire restrictif ou bien est-ce un trouble ventilatoire mixte. Deuxièmement, les gaz du sang, bien sûr, sont très très importants parce que tout dépend de ce qu'on va trouver dans les gaz du sang. C'est vrai que l'hypoxémie nous permet de poser le diagnostic d'IRC, mais on doit toujours évaluer également donc la mesure de la PaCO2. L'examen radiologique est important, donc la radiographie thoracique de face complétée d'une TDM thoracique qui nous permet de poser des diagnostics étiologiques, par exemple dans le cas des pneumoconioses, dans le cas de l'emphysème pulmonaire, dans le cas des dilatations de branches. L'ECG et l'écho-cœur est également important parce que ça va nous permettre d'évaluer le retentissement donc de cette insuffisance respiratoire chronique sur la fonction respiratoire et bien sûr le test de marche de 6 minutes. Alors pour rappel, ce test de marche de 6 minutes, c'est un test très très simple qui consiste donc à faire pratiquer aux patients une activité physique quotidienne qui est la marche, donc sur un couloir généralement de 30 mètres. On va lui demander de marcher à son propre rythme pendant 6 minutes et on va calculer en fait la distance de marche. Alors ce tableau récapitule les investigations demandées chez un patient en insuffisance respiratoire chronique. Donc comme nous l'avons dit, dans tous les cas, examen fonctionnel respiratoire, radiographie thoracique, ECG, gaz du sang, test de marche. Dans certains cas, bien sûr, on doit s'aider d'autres examens complémentaires, la TDM, le test de réversibilité, la capacité de transfert du CO et bien sûr les explorations au cours du sommeil lorsqu'on suspecte par exemple un syndrome d'apnée du sommeil. Alors, quelles sont les complications possibles de l'insuffisance respiratoire chronique? Les complications, vous pouvez les déduire facilement. Ce sont toutes les exacerbations aiguës et bien sûr l'hypertension artérielle pulmonaire au long cours avec l'installation d'une insuffisance cardiaque droite. Par rapport au traitement, quel est le traitement de l'insuffisance respiratoire chronique? Alors c'est simple. Le traitement médicamenteux va dépendre
bien sûr, de la pathologie causale. Par contre, ce qu'on peut faire dans certains cas, on est amené donc à prescrire de l'oxygénothérapie de longue durée d'action. N'oubliez pas, lorsque la PaO2 est inférieure à 60 mm de mercure. Et parfois même, on peut être amené à prescrire ce qu'on appelle des ventilations, par exemple la ventilation non invasive quand il y a une hypercapnie. Alors, par rapport à l'OLD, sachez que lorsqu'il y a une hypoxémie chronique, on doit administrer de manière prolongée l'oxygène parce que l'hypoxémie chronique, bien sûr, va retentir sur tous les organes de l'organisme. Ce traitement s'impose d'abord dans la BPCO, mais il s'impose également dans d'autres formes d'insuffisance respiratoire chronique. Ça, c'est un tableau en fait qui vous récapitule les effets délétères de l'hypoxémie chronique et les effets bénéfiques d'une oxygénothérapie de longue durée qui est administrée pendant au moins 15 heures par 24 heures. Et vous voyez parmi les effets bénéfiques, vous avez d'abord l'amélioration significative de l'espérance de vie, l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration du périmètre de marche. C'est quand même des effets bénéfiques indéniables pour le malade. Un malade qui est en insuffisance respiratoire chronique, on ne le laisse pas chez lui et on l'oublie. C'est un malade, c'est vrai qu'il est en invalidité, mais on doit absolument l'aider par tous ses moyens thérapeutiques. Pour ce qui est de l'indication donc de l'oxygénothérapie de longue durée d'action dans l'insuffisance respiratoire chronique, bien sûr vous avez ce qui a fait l'objet d'un consensus, c'est que lorsqu'une PaO2 est inférieure ou égale à 55 mm de mercure, ou bien lorsqu'elle est comprise entre 55 et 59 mm de mercure, avec une polyglobulie, avec une hypertension pulmonaire et avec une accentuation significative de l'hypoxémie au cours du sommeil. Maintenant, pour ce qui est des indications discutées, c'est les hypoxémies modérées, c'est les hypoxémies franches présentes à l'exercice et c'est les hypoxémies significatives pendant le sommeil. Mais ce qui est sûr, c'est que l'indication qui a fait l'objet d'un consensus, c'est ça qui est actuellement, bien sûr, appliqué. Pour le reste, c'est au cas par cas. Alors, les règles générales de la prescription de l'OLD, d'abord la durée dans le nictémère, il faut donner suffisamment d'oxygène dans la journée, plus de 16 heures par 24 heures, dans certains cas plus de 18 heures par 24 heures. Il faut surtout éviter les fenêtres thérapeutiques, c'est-à-dire j'arrête de donner de l'oxygène pendant plus de 3 heures. L'OLD doit couvrir obligatoirement la période du sommeil, alors c'est très très important. Quand vous prescrivez de l'oxygène à domicile, vous dites la première chose qu'il faut dire au patient, c'est qu'il doit dormir avec de l'oxygène. Les 8 heures de sommeil, il doit mettre son oxygène pour dormir. Et dans la journée, ce qu'on lui dit, on dit d'arrêter 10 minutes chaque 2 heures. L'OLD doit également inclure les périodes d'activité, par exemple la marche. Si le sujet doit avoir une activité physique, bien sûr, il met son oxygène, il fait son activité physique. Et la PaO2 sous OLD doit être d'au moins 60-65 mm de mercure et de préférence 70-75 mm de mercure. Maintenant, pour ce qui est de la VNI, donc la ventilation non invasive, la ventilation non invasive, elle est généralement prescrite lorsqu'il y a une hypoxémie donc associée à une hypercapnie. Donc ce sont toutes les IRC avec hypercapnie, les maladies neuromusculaires, le syndrome obésité hypoventilation et dans les formes évoluées de BPCO. Je vous remercie.